Et du coup, je vais commencer par laisser la parole à Ercilia. Bonjour à toutes et tous. Donc déjà, je voudrais commencer par des remerciements au NPA pour m'inviter à ce débat sur la Palestine et vous exprimer mon émotion de faire ce débat avec Salah et Monira. Parce qu'en fait, tous deux ont eu un rôle déterminant dans mon engagement pour la Palestine. Salah, comme vous le savez peut-être, parce que j'en ai déjà parlé un petit peu, en fait, la campagne des législatives de 2022, j'avais été à un ciné-débat, l'affaire Salah Hamouri de Nadir Dendoun. C'était à Mitri Mori, dans ma circonscription. Et j'avais été marquée par ma rencontre avec Elsa Lefort, donc la femme de Salah, dont le témoignage m'avait vraiment profondément émue. Et c'est ce qui m'avait poussée à m'engager particulièrement dans la bataille pour la libération de Salah et après plus largement pour la Palestine. Et Monira, je l'ai rencontré quelques mois après. Et je pense vraiment que voilà que bon, le feeling a été on a eu un bon feeling assez rapidement. Et je pense vraiment que nos échanges m'ont profondément nourri sur la cause. Voilà. Et ce que je tenais à souligner, voilà, c'est que Salah et Monira font partie de ces gens qui se battent depuis très longtemps sur la cause palestinienne qui, contrairement à ce que pensent certains, n'a pas commencé le 7 octobre. Euh, et, euh, et voilà, je tenais à saluer vraiment tous ces camarades dont font partie aussi le NPA qui se battent depuis très longtemps sur le sujet. Alors après, voilà, je vous évoquais ce ciné-débat et en fait, bon, peu de temps après, je suis devenue députée. Et, et alors, j'ai eu la chance de rejoindre la commission des affaires étrangères, ce qui m'a permis d'autant plus de pouvoir m'engager sur le sujet. Et donc, dans le cadre de la situation de Salah, donc j'ai eu l'opportunité dans ce cadre-là d'interpeller à plusieurs reprises la ministre Colonna, de présenter une tribune avec d'autres parlementaires, dont Éric Coquerel. J'ai eu l'occasion de faire une action coup de poing avec Elsa Lefort. Donc, comme je vous disais, la femme de Salah, on a fait une action médiatique à l'Assemblée sur les marches pour interpeller la presse et l'opinion publique, etc. Et malheureusement, on a obtenu la libération de Salah, mais on n'a pas pu empêcher sa déportation. Suite à cela, comme vous le savez aussi peut-être, j'ai été nommée co-rapportrice pour analyser la situation géopolitique en Israël-Palestine. C'était aussi dans le cadre donc, de la commission des affaires étrangères et c'était en binôme avec Madame Lacrafi de Renaissance. Et alors là, autant vous dire que ce rapport n'a jamais pu voir le jour parce qu'il y a eu pas mal de bâtons qui nous ont été mis dans les roues. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un rapport parlementaire, ce genre de rapport parlementaire, on doit à la fois faire pas mal d'auditions et en même temps, on doit se rendre sur place. Et donc, j'avais eu l'occasion de faire pas mal d'auditions, de fait. J'avais pu auditionner pas mal d'organisations, un peu de parlement, etc. Mais je n'ai pas pu me rendre sur place parce que systématiquement, le déplacement a été reporté, jusqu'à ce que le groupe pro-Israël Elnet décide de faire une campagne contre ma venue, ce qui a été suivi par une pétition de Julien Baloul, donc propagandiste israélien, qui a été appuyée par la secrétaire générale de Renaissance, Madame Déborah Abiror, ce qui a fait que Madame Lacrafi a fini par abandonner le rapport. Alors, on devait la remplacer par quelqu'un. Elle a été remplacée par l'extraordinaire Madame Yadan, qui, forcément, n'était pas motivée du tout pour que je me rende sur place, donc qui a tout fait pour que ça capote aussi, qui n'est jamais venue à la moindre réunion, etc., jusqu'à ce qu'elle abandonne elle aussi, et que finalement, la mission avorte définitivement avec les événements du 7 octobre. Et
après le 7 octobre, enfin, quand les événements du 7 octobre sont arrivés, ma première émotion, ça a été la colère. Ça a été la colère. Alors, j'ai eu le droit à, voilà, à pas mal de... Comment dire, j'ai fait polémique ce jour-là. Mais moi, ce qui m'a mise en colère, c'était que on faisait comme si cet événement sortait de nulle part, qu'il n'y avait pas de contexte. Et j'avais eu l'occasion, voilà, de travailler sur le sujet pendant des mois, de faire plein d'auditions, de rencontrer plein de Palestiniens. Et je me disais, bah, forcément que ça devait finir par arriver. Vous enfermez des gens dans une prison à ciel fermé et vous imaginez quoi? Au bout d'un moment, forcément, ça pète. Et j'ai une anecdote personnelle que je voudrais vous partager parce que ça m'a marqué. J'ai rencontré un jour une policière qui voulait partir en vacances en Israël, puis, au moment où est arrivé cet événement du 7 octobre. Et elle m'a dit, sur le coup, moi, ça m'a choqué, votre réaction sur le 7 octobre. Et puis après, j'ai réfléchi. Et je me suis rendu compte que moi, je faisais partie de ces gens qui jouaient au golf quand il y a eu le 7 octobre. Et ceux qui s'est tombé dessus. Mais vous étiez engagés sur le sujet. Et donc, vous aviez une vision plus large de la situation et finalement, vous étiez légitime à être en colère. Et je pense que si les gens réfléchissaient davantage, on n'aurait pas eu toutes ces polémiques. Moi, je voudrais exprimer quand même ma fierté de faire partie du groupe parlementaire de la France Insoumise qui a toujours été très clair sur son opposition au génocide, toujours très clair sur son refus de soutenir inconditionnellement Israël, fier d'appartenir à ce groupe parlementaire qui a brandi par 2 fois le drapeau palestinien dans l'hémicycle, fier de faire partie de ce groupe parlementaire qui a organisé un déplacement à Rafah, fier de faire partie de ce groupe parlementaire qui a amené Rima Hassan au Parlement européen. La bataille est loin d'être... la bataille continue d'être rude malgré tout, puisqu'on a face à nous donc une droite et une extrême droite qui ont une position totalement suprémaciste, qui instrumentalisent la lutte contre l'antisémitisme pour imposer un suprémacisme blanc au Proche-Orient, qui en fait instrumentalise l'antisémitisme à des fins islamophobes, en sachant qu'en fait, ils sont tout aussi bien islamophobes qu'antisémites. Et alors, s'il y avait que, mais on a aussi face à nous une gauche coloniale. Et j'ai en tête, voilà, par exemple, ces propos de Glucksmann qui, d'un côté, s'insurge du génocide à l'encontre des Ouïghours, qui utilise ce terme de génocide, mais qui refuse de l'utiliser pour les Palestiniens. En fait, je pense que M. Glucksmann et tous ceux qui sont sur la même veine aiment bien les musulmans tant qu'ils ne sont pas arabes. Cette gauche coloniale, c'est la même qui... Souvent, en fait, ce qui se passe au niveau international se passe aussi au niveau local sous une autre forme. Et cette gauche coloniale, c'est la même qui envoie les policiers dans les quartiers pour s'en prendre à nos jeunes. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'au-delà de la question de la gauche coloniale, il y a aussi toute une partie de la gauche qui dénonce ce génocide, mais qui circonscrit la situation à Gaza et finalement ne s'en prend pas totalement à la racine du problème qui est la colonisation. Et donc en fait, il y a tout un appel à un cessez-le-feu, mais finalement ça se limite à cela. Et on a le sentiment que finalement, quand on arrivera à un cessez-le-feu, chacun va rentrer chez soi et au revoir. Et en fait, je pense que c'est véritablement problématique. Et qu'il faut avoir une vision beaucoup plus globale de la situation. Parce que
quand il y aura un cessez-le-feu, la situation sera de fait encore pire qu'avant. Et il faut avoir cela en tête. Et il ne faut pas perdre de vue non plus que la Palestine, ce n'est pas que Gaza, qu'il y a aussi la Cisjordanie. Et d'ailleurs, j'ai fait une rencontre récemment avec une Palestinienne qui s'appelle Saja. Et cette rencontre m'a marquée parce que Saja m'a dit qu'il y a quelques semaines de cela, elle a vu mourir son père sous ses yeux. Et quel était son crime? Son crime, c'était d'avoir répondu aux appels au secours d'un jeune homme de 25 ans qui était en train de mourir devant chez lui. Il est sorti de chez lui et il a été tué. C'était à Jénine. Donc, on ne peut pas se contenter d'appeler au cessez-le-feu à Gaza. Il faut avoir une vision beaucoup plus globale, en sachant que tant que l'impunité d'Israël ne sera pas... Tant qu'on ne mettra pas un terme de façon globale à l'impunité d'Israël, on n'arrivera pas à une stabilité dans la région du Proche-Orient de façon générale. Et je voudrais conclure mes propos par un petit extrait d'un poème qui en fait montre bien l'hypocrisie justement qu'il y aurait à considérer que la situation est aussi simple qu'un appel au cessez-le-feu. Et qui démontre aussi, et qui, montre bien aussi que cette hypocrisie de cette droite et cette extrême droite et cette gauche coloniale qui ne peuvent s'empêcher de suspecter tout Palestinien et qui ne peuvent s'empêcher de voir des terroristes partout. Ce poème, c'est de Gayat Al-Madoun. La guerre a pris fin, et tous ceux que j'ai connus sont maintenant morts, ou bien des criminels de guerre, ou alors des criminels de guerre morts. Si nous étions dans un monde virtuel, j'aurais éteint la guerre comme si tu éteignais la télévision. Mais nous sommes nés dans un monde de fils de pute, et quand les gens naissent dans un monde de fils de pute, le temps se transforme en machine à écrire, et il est tué en poème. Je vous remercie.